On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. À Pam Pam Girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renforts, de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe le Médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? Qui a vécu une histoire extraordinaire. Et pour ça, je voudrais vraiment remercier la mairie de Saint-Denis qui nous met à disposition cette salle, comme à chaque fois qu'on fait des Médocianes. J'aurais voulu vous présenter mes photos d'IFO. Pourquoi on a demandé à Irène de venir? Puisque Irène, elle devait venir en 2012, en juin 2012. Elle a pris son billet et la veille, elle vous expliquera, le procès de Nanterre a eu lieu et donc le voyage est annulé au dernier moment. Vous êtes ici dans le cadre de Médocéane. Médocéane, c'est des rencontres entre vous et nous, entre professionnels de santé et patients, entre patients nous-mêmes, parce que nous le sommes tous, pour des échanges donc avec une experte qui va parler à peu près 20-25 minutes. Il ne s'agit pas de refaire toute l'histoire du Mediator, puisque l'université, représentée par Madame Pomar, ici présente, organise demain une journée complète sur ce sujet, avec même le film qui retrace ce scandale, La fille de Brest, et on en parlera un petit peu, et j'aurais voulu vous montrer également la bande-annonce. Pour vous mettre dans l'ambiance, avant de passer la parole à Emmanuel Frachon, pour ceux qui n'ont pas vu La fille de Brest, parce qu'il n'est pas passé à La Réunion, et c'est bien dommage d'ailleurs. Vous allez voir de quoi en gros il s'agit pendant une bonne minute. On a 2 minutes du lâcher de bombe. Toutes les preuves, elles sont là-dedans. Faut arroser les grands médias. Je suis médecin, moi. À Pam Pam Girl. Ça va être Hiroshima. Ah bah c'est pas moment de te dégonfler. Bon, dans 10 secondes, c'est sur le web. Ça va être repris partout, je te le dis. J'ai besoin de renforts, de vrais pros. Des centaines de milliers de personnes ont été exposées. Mais ça fait 30 ans qu'il existe le Médoc, réveillez-vous les gars. Ils vont prendre certaines choses en charge, j'imagine. Pensez vraiment qu'ils vont faire ça pour des gens comme moi? Oui. La guerre aux méchants labos, c'est ça? En attendant, c'est eux qui nous font bouffer. Et sans financement, pas de recherche possible. Si la recherche est pas au service des malades, alors pourquoi faire ce métier? On va se faire tailler en pièces. Pas de panique. Avoir une grande gueule. Tu crois que ça suffit? Alors maintenant, tu vas prendre ta bite et ton couteau. Madame Mireille Frachon, on va voir comment tu te démerdes. J'arrête, c'est fini. J'ai pas les épaules. Je n'en peux plus. Tu reviendras jamais complètement si t'as pas été au bout. J'ai peur. Il n'y a pas de vrai combat sans peur. Tous les vrais résistants ont eu peur. Qu'est-ce que tu crois? Bah moi je vous pose la question à laquelle votre livre répond jamais. Combien de morts? Nous avons un résultat surprenant. Posez-vous d'abord la question. Et si c'était vrai? Donc ces Médocéanes, on en a fait plusieurs, il se trouve que c'est la 10e, donc pour nous c'est un événement. On a parlé des médicaments, on a parlé de la vieillesse qui semblerait être un bon marché aussi, et fructueux marché médicamenteux. On a parlé de certains vaccins, notamment contre le col de l'utérus.
On a parlé du sucre, on a parlé des perturbateurs endocriniens, on a parlé du façonnage des maladies, ces maladies qu'on nous fait croire qu'elles existent alors que peut-être qu'elles existent, mais en tout cas qui sont faites peut-être pour mettre en route un certain nombre de traitements, de médicaments, et puis de secret médical. Donc on est particulièrement concerné à La Réunion, et puis on a échangé entre nous lors d'un pique-nique citoyen. Et aujourd'hui, donc 10e Médocéane, où on parlera des conflits d'intérêts, bien au-delà du Mediator. Irène Frachon, pneumologue à Brest, CHU, devait venir donc le 1er juin 2013, et nous l'avions vu expliquer un petit peu ce qui se passait à cette époque-là, en 2013, où elle nous disait que tout était la faute de Servier, et avec des mots très très forts quand même, une affaire de grande criminalité à col blanc. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je remercie beaucoup la faculté, avec Madame Pomar, qui a mis en place un séminaire demain sur la sécurité sanitaire et le risque médicamenteux, avec un programme totalement alléchant, vous ne pouvez pas trop lire là, mais totalement alléchant, avec des juristes, et je crois qu'on va apprendre plein de choses. Et le soir, on en reparlera à la fin, projection de ce film, La fille de Brest, à Valérie Planter à 18h. Pour s'inscrire, vous verrez, je vous dirai comment faire pour cliquer. Et suivi d'un débat avec Irène Frachon. Écoute Irène, moi j'avais une question à te poser. Pourquoi une affaire de grande criminalité en col blanc? Servier, coupable ou non coupable? Et ce titre du quotidien d'hier, la priorité et le contrôle de la corruption du corps médical, et donc les patients dans tout cela. Bonsoir tout le monde. Je suis très contente d'être là, je découvre La Réunion. C'est la première fois que je viens ici. Je suis très contente d'être là. Je pense que parmi vous, il y a des gens qui ont consommé du Mediator. Donc ça, j'espère qu'il y a des gens qui ont consommé du Mediator qui sont là parce qu'ils se posaient des questions et qu'on pourra y répondre ce soir. Et puis je suis très contente d'être là parce que ça me donne l'occasion de retrouver Philippe de Chazourne. Il fait partie de ces quelques médecins qui se sentent totalement concernés et engagés depuis que cette affaire, bien avant que cette affaire n'éclate. Il y a longtemps que des personnes comme Philippe se préoccupent des problèmes des conflits d'intérêts en médecine. Et ce sont des gens qui appartiennent donc entre autres à l'association du Formadep, mais qui surtout individuellement mènent ces combats d'information pour une médecine plus indépendante. Et ça a été pour moi quelque chose de fondamental quand l'affaire du Mediator a éclaté. Moi j'étais extrêmement seule, j'ai jamais été militante de quoi que ce soit. Et tout à coup j'ai eu des contacts et des gens qui m'ont écrit, des médecins qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais ce que vous faites là, nous on connaît et on peut vous aider. Philippe en faisait partie avec d'autres du Formadep. Et c'est une collaboration et des échanges et de l'amitié aussi, parce que ça compte dans ces combats, qui se sont mis en place maintenant. Il y a l'affaire a éclaté en 2010, donc il y a 7 ans. Et depuis 7 ans, je sais que je peux compter sur ces médecins que je ne connaissais pas, dont j'ignorais tout, quelques citoyens aussi qui se sont levés et qui suivent ça avec la passion que vous voyez. Philippe avait déjà cherché à me faire venir en 2012, et puis là, dès qu'il a su que je venais, grâce à Madame Pomar, il a tout de suite organisé ça, et c'est vous dire l'implication et aussi le soutien que ça constitue pour moi. Donc merci beaucoup, Philippe, de toutes ces années. Alors, je vais essayer de vous résumer, parce que en 2 mots, de quoi parle-t-on? L'affaire du Mediator est une affaire, effectivement, de criminalité à col blanc, de criminalité, c'est un crime industriel totalement inouï, voire impensable. Je vais le résumer en 2 mots. Il se trouve que au début du XXe siècle, en 1920, on synthétise une molécule qui s'appelle l'amphétamine. Les chimistes qui ont fabriqué par ailleurs beaucoup de molécules, de médicaments, etc., ont synthétisé une molécule qui s'appelle l'amphétamine et qui avait une très forte
action pour ceux qui le consommaient. Ça rendait super intelligent, super performant, ça boostait tout, les capacités intellectuelles, la mémoire, etc. Donc, médicament extraordinaire, malheureusement très rare. On s'en est beaucoup servi, notamment pendant la Deuxième Guerre mondiale, pour que justement les soldats soient plus performants, tiennent mieux, ne dorment pas, soient plus... Et très rapidement, en fait, on s'est aperçu que ça avait des effets psychiques très graves, que c'était une drogue, que c'était addictif, que ça pouvait rendre fou, que ça avait tout un tas d'effets secondaires aussi. Et on s'est rendu compte aussi que ça faisait maigrir, ça coupait la sensation de faim. Alors, comme c'était en fait une drogue toxique, très rapidement, l'amphétamine, on ne pouvait pas l'utiliser à des fins thérapeutiques, c'était trop dangereux. Mais les industriels avaient gardé l'idée que des molécules tirées de l'amphétamine pourraient peut-être garder cette fonction coupe-faim. Et couper la faim, pouvoir maigrir sans effort, c'est évidemment un enjeu important dans nos sociétés occidentales qui sont touchées par les méfaits du surpoids, à la fois d'ailleurs sur l'image des femmes, qui est une question sociétale, et puis aussi sur ce qu'on appelle le facteur de risque que peut représenter le surpoids. Donc il y a un aspect de société très contraignant sur lequel il faut réfléchir, de l'image imposée aux femmes, et puis d'autre part des complications. Et donc il y a un marché, vous savez, on parle de marché avec les médicaments. Donc il y avait un marché important qui a intéressé pas mal de labos. Il y a un labo, Silag GJ, allemand, qui a mis sur le marché dans les années 70 une première molécule dérivée de l'amphétamine qui faisait maigrir. Et les autorités suisses se sont aperçues très très vite qu'il y avait une épidémie d'une maladie normalement très très rare qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, et que cette épidémie n'avait pas d'explication, maladie très grave qui tue. Donc ils ont regardé qu'est-ce qui rassemblait toutes ces jeunes femmes qui venaient mourir d'hypertension pulmonaire. Elles avaient toutes consommé ce médicament, le Minoxidil. Donc on a stoppé la commercialisation et on a vu les chiffres de l'épidémie se normaliser, et ça c'était dans les années 70. Donc premier signal montrant qu'un coupe-faim dérivé de l'amphétamine pouvait donner, on ne savait pas encore trop comment, cette maladie très grave et mortelle, l'hypertension pulmonaire. Dans le même temps, en France, le laboratoire Servier, cette fois-ci, développait aussi d'autres molécules issues de l'amphétamine qui ont pris le doux nom de fenfluramine. En fait, on prend une molécule d'amphétamine et on plante 3 fluors dessus et ça donne une nouvelle famille qu'on appelle des fenfluramines. Et en testant sur quelques malheureux rats de laboratoire, qui sont d'ailleurs morts assez vite, ils ont déjà vite compris que c'était toxique, ils maigrissaient beaucoup. Donc ça avait un effet effectivement coupe-faim puissant. Et très rapidement, Servier a déposé des brevets et a mis ces médicaments sur le marché. Donc le premier médicament, en 1963, c'était le Pondéral. Ensuite, il y a eu plus tard l'Isoméride en 1985, avec des visites massives, des visites médicales, un marketing extrêmement offensif qui fait que plus de 10 millions de personnes en France en ont consommé, et probablement 10 fois plus dans le monde entier. Alors, dès les années 80, en fait, après cette épidémie suisse, les médecins ont constaté des hypertensions pulmonaires chez des gens qui avaient aussi consommé ces fenfluramines, le Pondéral, puis l'Isoméride, ont commencé à porter des alertes. Et là, Servier a commencé effectivement à combattre l'idée que ça pouvait être dangereux. Alors avec des moyens, les moyens sont simples, c'est le déni, c'est le mensonge, c'est l'intimidation, et ça va jusqu'aux menaces de mort, exercées sur les médecins à l'époque qui pointaient la dangerosité de l'Isoméride. Donc ça, on était dans les années 90, entre les années 90 et les années 2000. Il se trouve que moi, jeune médecin, dans les années 90, j'apprenais à me former à l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP. Et quand je suis arrivée dans le service, le grand service de référence français sur les hypertensions artérielles pulmonaires, en 1990, c'était la panique, tout le monde me disait, c'est une catastrophe, on a plein de jeunes femmes qui viennent mourir dans le service, elles ont consommé de l'Isoméride, on est sûr que c'est ça, et personne ne nous entend. Et non seulement ça, mais Servier était extrêmement agressif, à la fois dans le déni et dans le fait de ne pas entendre ces alertes. Les autorités de santé étaient complètement pétrifiées, et il a fallu attendre 7 ans
que la molécule soit ensuite commercialisée aux États-Unis, que les Américains découvrent qu'en plus de faire des hypertensions pulmonaires, ça provoquait des atteintes des valves du cœur, ce qu'on appelle des valvulopathies. Et finalement, l'isoméride a été interdit en 1997, seulement après avoir fait des dizaines et des dizaines de milliers de victimes dans le monde entier. Et alors là encore, après le retrait de l'isoméride, aux États-Unis, il y a des class actions, c'est-à-dire des actions collectives de victimes contre le laboratoire, qui est un laboratoire américain, Wyeth, à qui Servier avait commercialisé, licencié sa molécule, qui porte plainte collectivement, et ça va aboutir à des dizaines de milliards, enfin plusieurs milliards de dollars d'indemnisation aux États-Unis. Et en France, il y avait beaucoup de victimes, donc certaines que je connaissais parfaitement bien, puisque c'était le métier qui était pris en charge, qui n'ont eu rien, sauf une petite femme de ménage qui avait eu une greffe des poumons à cause de cette maladie gravissime et qui a gagné, une des rares à avoir gagné son procès contre Servier après 10 ans de combat judiciaire absolument traumatisant. Elle a gagné en première instance, ils ont un appel, elle a gagné un appel, ils sont allés en cassation, etc. Il a fallu plus de 10 ans. Donc, vous voyez que beaucoup de choses étaient extraordinairement choquantes pour le jeune médecin que j'étais. Bon, et donc affaire close quand même, entre 1997 et 2000, et moi je m'installe à ce moment-là à l'hôpital de Brest, toujours pour m'occuper de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et 10 ans se passent, l'affaire malheureusement est restée impunie en France, et en 2007, je vois arriver une patiente obèse qu'on m'adresse parce qu'elle a une hypertension artérielle pulmonaire et elle est traitée par du Mediator. Alors, quel est le rapport avec la choucroute? Allez-vous me demander, puisque je ne vous ai pas parlé de Mediator jusque-là. Je vous ai parlé de Pondéral et je vous ai parlé d'isoméride, qui étaient des coupes-fins. Et le Mediator, c'est un soi-disant, on va dire, antidiabétique, modeste, du même laboratoire Servier. Mais je m'aperçois que cette femme a du Mediator et je me rappelle de deux choses. La première, c'est que mes collègues parisiens m'avaient dit quelques années auparavant, après le retrait de l'isoméride, au terme d'un très long combat, il y a un autre médicament qui reste sur le marché, un antidiabétique de Servier qui serait vaguement cousin de l'isoméride. Ça m'avait paru dingue. Donc j'avais gardé ce nom de Mediator, bon, je ne voyais pas ce médicament, je suis pneumologue, je ne suis pas diabétologue, mais ça m'avait paru incroyable. Et une revue indépendante de l'industrie pharmaceutique, qui s'appelle la revue Prescrire, à laquelle j'ai toujours été abonné comme une sorte de garde-fou, disait « Attention, le Mediator est proche de l'isoméride, c'est un coupe-fin, dérive de l'amphétamine et doit avoir le même profil de tolérance. » Donc en 2007, je vois une femme qui a une hypertension artérielle pulmonaire, qui a consommé du Mediator, et vous comprenez pourquoi je tique, parce que j'ai assisté à une histoire terrible, et je me demande, sur cette hypertension pulmonaire très grave, si par hasard le Mediator n'a pas joué un petit rôle. Alors, pour ça, répondre à cette question, il faut savoir deux choses. C'est quoi le Mediator? Je ne savais pas. Et est-ce qu'il y a d'autres cas, etc. Donc, je cherche d'autres cas d'hypertension pulmonaire. J'en trouve quelques-uns, des patients exposés au Mediator. Et ça va même un peu plus loin, c'est-à-dire que j'en parle avec mes collègues cardiologues, et eux vont interroger des patients qui ont des valvulopathies, puis ils vont venir me voir assez vite, 2007-2008, en disant « Dis donc, moi j'ai madame un tel qui est venue me voir avec des atteintes valvulaires très graves, il va falloir l'opérer à cœur ouvert, et elle a consommé du Mediator. » Et donc, si vous avez suivi mon histoire, ça rappelle ce qu'ont décrit les Américains avec l'isoméride. Et d'ailleurs, en regardant les publications, on s'aperçoit que c'est la même chose. Donc, l'enquête médicale avance, et dans le même temps, je me dis « Mais mon chien, c'est quoi le Mediator ?» Et j'ai pas d'infos sur la notice, j'ai pas d'infos sur Internet, j'ai pas d'infos dans le village, j'ai pas d'infos sur PubMed, j'ai rien. Donc, on rencontre un représentant de Servier, on lui dit c'est quoi le Mediator et quel est le lien avec l'isoméride. Et on reçoit un courrier qui nous explique que Mediator et isoméride, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas la même molécule, ça n'a pas de ressemblance, ça n'a pas le même métabolisme, c'est-à-dire ce qui se passe dans l'organisme n'est pas la même chose, et donc ça n'a ni les mêmes effets positifs, ni les mêmes effets secondaires. Et donc quand je reçois ce courrier, qui est tout à fait officiel, en 2008, courant 2008, je me suis dit, bon, je me suis bourré, j'ai dû rêver, je pensais que c'était le Mediator, mais ça ne doit pas être ça, puisque d'abord on me dit que ça n'a rien à voir avec l'isoméride. Alors quand même, il y a un truc qui me grattait,
c'est pourquoi est-ce que prescrire, tu dois être sérieux, si tu ne diras pas le contraire, pourquoi est-ce que prescrire quand même dit que ça a un lien, il y avait quand même une contradiction. Donc j'écris à la revue Prescrire et qui m'envoie des vieux articles des années 70 de chercheurs de Servier qui décrivaient une molécule, celle du Mediator, qui dérivait de l'isoméride. Donc là déjà, il y avait vraiment une contradiction majeure. Et puis ça a été un petit peu plus loin, une de mes pharmacologues m'a amené un document qui n'était pas public, qu'elle avait dans ses archives parce qu'elle faisait partie des groupes d'experts de l'Agence du médicament, donc elle avait ces documents-là. Et en lisant ces documents, qui étaient mal fichus, à force de voir les trucs, etc., je tombe quand même sur une conclusion, c'est que le Mediator, comme l'isoméride, une fois qu'on les avale, se transforme dans l'organisme en une molécule, la même, qui s'appelle la norfenfluramine. C'est le seul nom compliqué que je vous demande de retenir. Et quand je vois que ces deux molécules se transforment, ces deux médicaments se transforment dans l'organisme en norfenfluramine, j'essaye d'en savoir plus sur ce qu'est la norfenfluramine. Quand je me pose ces questions-là, nous sommes en 2008. Alors, en médecine, maintenant, quand on se pose des questions, on rentre ça sur Internet, sur une base de recherche qui s'appelle PubMed, et qui nous, maintenant c'est magique, hein, ça sort, les articles scientifiques qui ont été publiés, on peut les faire apparaître comme ça. Alors, autant avec le Mediator, j'avais rien, autant avec la norfenfluramine, je tombe sur un article qui a été publié en 2000, donc je vous rappelle la séquence, l'isoméride a été interdit en 97, parce que ça fabriquait des valvulopathies, des HTAP. Et les Américains, qui aiment bien comprendre, publient en 2000 un article très important qui dit « On a trouvé le coupable, la molécule qui attaque le cœur et qui détruit le cœur, elle s'appelle norfenfluramine. » Donc, nous sommes en 2008, et je vois qu'en 2000, deux grands journaux majeurs scientifiques internationaux disent nous avons compris la toxicité des coupes fins, isoméride et pondérale, c'est la norfenfluramine. Et ça va très loin. Ces articles disent il ne faut jamais utiliser un médicament qui se transforme dans l'organisme en norfenfluramine, ni pour faire des essais cliniques, ni pour prescrire, ni pour rien, de sorte à éviter alors je vous donne le terme américain, disaster, un désastre. Et ça c'est écrit en 2000. Je suis en 2008 et je viens de comprendre que le Mediator se transforme en norfenfluramine, que Servier le sait, que 400 000 personnes en France en consomment tous les jours, et donc qu'il y a une exposition massive dans la population et dissimulée en toute connaissance de cause par un poison qui s'appelle la norfenfluramine. Alors quand on comprend ça, on se dit, d'abord je peux vous dire que ça fait un sacré choc, parce que c'est juste impensable, c'est pas possible. À tel point même que j'arrivais pas à croire que c'était que les concentrations étaient identiques. J'ai appris plus tard que Servier avait bien vérifié que les concentrations de norfenfluramine étaient aussi élevées après consommation de Mediator qu'après consommation d'isoméride. Et ça, c'était planqué. Tout était planqué. Tout. Alors, quand tout est planqué, qui peut faire le lien entre Mediator et des ennuis comme des valvulopathies ou des hypertensions pulmonaires? Personne. Il faut le savoir, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc je suis repartie chercher en prenant les codes hospitaliers, c'est-à-dire que je suis allée chercher, vous savez, quand on est hospitalisé pour une maladie, mettons une valvulopathie au hasard, et ben vous allez rentrer, les médecins vont rentrer un code qui s'appelle valvulopathie, qui va permettre à l'hôpital d'être payé pour ce que coûte la prise en charge d'une valvulopathie. Et on peut récupérer, comme ça, faire sortir les dossiers. Et donc, je suis allée voir mes collègues du département de l'information médicale en leur disant, est-ce que vous pourriez me sortir les dossiers de valvulopathie qui sont passés ces dernières années au CHU de Brest. Et je suis partie un peu chercher des nuits dans une meule de foin, mais je suis partie à l'assaut de ces dossiers pour voir s'il y avait quelque part la place du Mediator. Et donc, j'ai utilisé différents moyens, je vais aller plus vite. En 2009,
je m'aperçois que pour un certain nombre de patients élevés, pour un petit hôpital comme Brest, qui ont souffert de valvulopathie extrêmement grave, qu'est-ce que je retrouve à tous les coups derrière? Une exposition au Mediator qui a précédé le début de la maladie. Donc c'est un peu comme certaines personnes ont eu des opérations à corps ouvert, d'autres sont décédées. Je me dis, c'est comme aller chercher, sortir les cadavres des placards. C'est absolument terrifiant. Je n'avais pas cessé à ce moment-là d'envoyer des alertes à l'agence du médicament. Et là, quand je me retrouve avec une quinzaine de dossiers, dont certains très graves, dont une femme décédée que j'ai pu aller autopsier, etc., on monte à l'agence du médicament à nouveau, on tambourine pour se faire entendre. On est reçu donc de façon très méprisante, c'est ce que ceux qui iront voir le film demain soir. Et malgré tout, on va nous obliger à refaire des études, on va dire que nos études sont truquées, qu'elles sont nazes, qu'elles ne sont pas valides, qu'elles sont tout ce que vous voulez, sauf que l'évidence devient absolument écrasante, et finalement le Mediator est retiré en fin 2009. Bon, donc je suis contente, déjà au moins je me dis, tous ces gens qui sont empoisonnés chaque jour, c'est fini. Sauf qu'il y a des victimes à Brest, et qu'il y a probablement des victimes partout dans les pays où on a consommé du Mediator, en France. Mais il faut savoir d'ailleurs aussi que ça a été consommé très largement ailleurs, notamment dans les pays qui n'ont aucune pharmacovigilance, toute l'Amérique du Sud, toute l'Afrique noire, etc. Donc j'en suis là. Alors, vous voyez, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Le produit est retiré, mais il y a deux choses qui sont impossibles à laisser passer. Le fait qu'il y a probablement des victimes partout, il n'y en a pas qu'à Brest, et il va falloir, ces gens-là sont souvent en invalidité avec une invalidité cardiaque grave, donc en grande difficulté. Il faut absolument qu'elles soient prévenues et qu'on puisse les indemniser, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai affaire à une entreprise, un laboratoire criminel, lourdement criminel, puisque récidiviste. Premier drame, celui de l'isoméride, et on récidive en masquant la présence du poison pour continuer à vendre des millions et des millions de boîtes. Donc c'est juste monstrueux. Et c'est ce que je disais, c'est qu'après, comment faire? Je ne peux pas porter plainte moi parce que je ne suis pas victime directement. Je ne veux pas que les victimes se fassent exploser par les avocats de Servier, comme ça a été le cas pour les victimes de l'isoméride. Et je me dis, il faut que je publie un livre qui soit un livre témoignage et qui raconte de manière extrêmement documentée, voilà, par le biais du témoignage, cette histoire-là, ce que je vais faire, donc ce petit livre, et que tout le monde puisse comprendre, les avocats, les victimes elles-mêmes, le citoyen, voire le juge qui va... Donc j'écris ce livre en quelques semaines en réalité, parce que tout était prêt déjà, et puis c'était un vrai polar, que je vivais déjà depuis des années. Et le livre sort en juin 2010, et il est instantanément attaqué en justice, en urgence, en référé par le laboratoire Servier, qui obtient gain de cause devant le juge, qui dit non, c'est pas un labo, enfin nous on était un peu les pieds nickelés de Brest, et qui censure le titre qui s'appelait donc Combien de morts. Et donc le livre est, au bout de 24 heures de sortie, retiré de toutes, j'allais dire les pharmacies, de toutes les librairies, et l'affaire à nouveau fait pchit. Et puis finalement, ça sera dans le film, grâce à l'intervention de Gérard Roy, etc., l'affaire éclate en novembre 2010, quand l'agence du médicament est contrainte de faire le compte des morts et de reconnaître qu'il y a eu vraisemblablement plusieurs centaines de morts, et aujourd'hui on pense autour de 2000, voire plus. Et ça grâce à l'aide d'un médecin remarquable de l'assurance maladie avec qui j'étais en contact. Alors je vous raconte cette histoire, vous verrez dans le film, et c'est vrai aussi avec la présence de Philippe, je n'ai jamais été seule. C'est-à-dire, il y a toujours eu des gens qui se sont levés avec moi pour en disant non, il faut faire quelque chose, et qui ont fait effectivement quelque chose, notamment un médecin de la sécurité sociale qui avait toutes ces banques de données gigantesques, quand j'en avais un petit bout à Brest, et qui a refait sur les immenses bases de la sécurité sociale les petites études que nous avions faites à Brest, qui a complètement confirmé le signal et qui a pu aller plus loin en donnant une évaluation de la mortalité. Donc c'est grâce à ça que l'agence du médicament a été coincée,
et qu'ils ont dû reconnaître qu'il y avait un bilan humain absolument dramatique. L'affaire éclate en novembre 2010, et alors là, les journaux partout, etc. Servier proteste en disant que rien de rien, l'agence aussi, etc. Et alors après, depuis 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs axes. Le premier qui était donc des victimes. Alors ça c'est terrible parce que beaucoup de gens ont eu très très peur en se disant des morts, je vais mourir, je suis empoisonné. Donc il y a eu un phénomène d'affolement, certains à juste titre, d'autres très inquiets parce qu'ils n'avaient pas d'informations très fiables pour savoir si tous ceux qui avaient pris du Mediator étaient en danger ou pas, etc. Donc ça c'était donc il y avait la question des victimes qui était complexe, et moi j'ai commencé dès à présent à ce moment-là à recevoir des milliers, des centaines de messages, de lettres, de courriers, etc. et qu'on a dû s'organiser. Je vais vous dire comment. La deuxième chose, c'est que le ministre de la Santé de l'époque, qui a très bien réagi, Xavier Bertrand, a demandé instantanément une inspection de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, l'IGAS, pour savoir comment est-ce qu'on avait pu arriver à une telle situation et que l'Agence du médicament n'avait pas pris manifestement les bonnes décisions. Troisièmement, sur plainte de victimes, mais aussi saisie par certaines associations, puis par le parquet de Paris, il y a une enquête préliminaire, donc là on est dans l'ordre du pénal, qui a été ouverte, qui a abouti à l'ouverture d'une instruction judiciaire, à la nomination de 3 juges d'instruction début 2011, et qui ont commencé à faire des perquisitions, des auditions, des expertises, avec un escadron d'un peu plus de 10 gendarmes spécialisés dans les atteintes à la santé, ce qu'on appelle l'OCLAES. Il y a un pôle santé à Paris, au parquet de Paris, qui s'occupe spécialement des atteintes, soit liées à l'environnement, etc., à la santé. Donc tout ça part, et puis des missions d'information parlementaires, Sénat, etc. Donc 2011, ça barde tous azimuts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Si on prend la question de la reconnaissance et de l'indemnisation des victimes, donc il a très rapidement, il s'est avéré que Servier ne voulait pas payer, ou alors qu'ils allaient véritablement torturer les victimes en expertise, nier pas à pas, etc. C'était monstrueux, à tel point qu'une des victimes que je suis à Brest, à l'issue d'une de ces expertises atroces, a fait un arrêt cardiaque qui a été récupéré par miracle. Ça se passait très très mal. Donc, Xavier Bertrand, très conscient de ça, on avait discuté, elle a dit bon, on va voter un processus d'indemnisation à l'Assemblée nationale qui va se dérouler sous l'égide d'un organisme public qui s'appelle l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, l'ONIAM, qui a été créé par la loi Kouchner en créant un collège d'experts qui devrait pouvoir statuer sur des demandes indemnitaires. Après, ce sera à Servier de payer. Et il faut qu'effectivement, il y ait, indépendamment de Servier, un collège d'experts qui puisse se prononcer sur les demandes indemnitaires. Alors, ça, c'était quand même rassurant, parce que ça ne se passait pas bien devant les expertises civiles, notamment. Et le collège a commencé à se mettre au travail. Alors, moi, j'étais contente, je me disais, bah, super, on va enfin commencer à faire le tri, parce que, bon, il n'y a que 2 types de maladies qui peuvent être reconnues, les hypertensions artérielles pulmonaires, d'une part, certaines valvulopathies de l'autre. On va pouvoir enfin, attaquer ce qui me tenait terriblement à cœur, qui était l'indemnisation de ces personnes. Et au bout de 2012, début 2013, et là, la catastrophe, aucune victime, ou presque, n'était reconnue. La plupart des dossiers étaient rejetés, et ceux qui étaient retenus, on leur proposait des indemnisations totalement dérisoires. Alors, je me suis retrouvée complètement assommée, et je me suis demandé ce qui se passait. Puis j'ai compris. Alors en fait, c'est pas très compliqué ce qui était en train de se passer. Quand vous nommez des experts pour juger une maladie cardiaque, vous allez prendre des cardiologues. Logique. Sauf que quoi? Le Mediator, l'isomydrine, le Pondéral sont commercialisés depuis les années 70, 76 pour le Mediator. Donc ces valvulopathies provoquées par ces produits existent depuis ces années-là et n'ont cessé de croître en nombre et en importance.
Or, jusqu'à ce que je m'en préoccupe, aucun cardiologue n'avait fait le diagnostic d'une valvulopathie médicamenteuse, ou pratiquement aucun. Alors, en y réfléchissant, je me suis rendu compte qu'en réalité, il y avait une confusion gigantesque chez les cardiologues français, mais aussi d'ailleurs pas seulement en France, mais surtout en France, qui étaient persuadés que ces valvulopathies étaient liées à d'autres causes. Je vais vous passer les détails, ceux que ça intéresse, on pourra y revenir, mais ils avaient trouvé ce qu'ils pensaient être les causes de ces valvulopathies, qui étaient une maladie infectieuse de l'enfance, etc. Et donc, ils ne se posaient pas de questions sur l'origine de ces valvulopathies. Et puis un jour, il y a une pneumologue, donc pas cardiologue, qui leur dit, les gars, je pense que c'est un médicament, le Mediator, et vous avez vu que j'avais de bons arguments pour le dire. Et ce que je n'avais pas du tout compris, c'est qu'une communauté scientifique ne peut pas du jour au lendemain se remettre en cause comme ça et se dire, bon sang, mais c'est bien sûr, et faire cet effort intellectuel. C'est comme si la Terre est plate, le jour où on vous dit la Terre est ronde, on dit oh, hein. C'est où le Soleil tourne autour de la Terre, et le jour où Copernic vous dit ben, en fait non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, on vous dit oh, hein, et on va même vous cramer. Donc en fait c'est énorme d'avoir dit ça. Donc finalement, l'histoire des sciences, c'est de ne pas croire, une communauté médicale va mettre souvent une génération avant d'accepter un vrai changement de paradigme scientifique. Et c'est ce qui était en train de se passer. C'est comme si on demandait à des aveugles d'hier, qui n'avaient pas pu s'évaluer pendant 30 ans, du jour au lendemain, ils n'étaient pas capables de dire ça c'est rouge, ça c'est vert, ça c'est bleu. Et ben non, ça colle pas. Donc les experts étaient, avec tout le respect que je dois à mes collègues, totalement incompétents. Totalement incompétents. Ils se sentaient, en plus, je veux dire, remis en cause. C'est des cardiologues souvent qui avaient proche de la retraite ou après la retraite, donc ils n'allaient pas revenir sur 40 ans d'erreur, de la part d'une petite pneumologue, et avec des patientes qui avaient demandé des médicaments pour maigrir, qui n'avaient qu'à s'en prendre à elles-mêmes, et qui n'avaient rien à demander, et bon, c'était un peu la pas du gain, c'est-à-dire qu'il y avait une posture hostile aux victimes. Et donc je découvre que ce collège d'experts que j'avais porté de mes voeux avec Jaël Bertrand, j'ai eu ma petite larme quand ça a été voté à l'Assemblée nationale, etc., disait fuck les victimes pour des tas de raisons que je viens de vous expliquer. Donc là je me dis bon, alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors, j'ai vraiment pensé à tout, la grève de la faim, on va dire, déjà qu'on prend pour une dingue, ça va pas s'arranger. Donc j'ai vraiment tout envisagé, et ça on était en 2013. Et on discutait avec mes collègues, dont Philippe Nicot, qui est un de nos chers collègues, voilà, parmi ces gens qui sont venus travailler, m'aider, etc. avec moi. Dominique Dupagne, qui est un garçon remarquable, qui a mis un forum sur Internet, etc. Il m'a dit, non, Irène, tu te remets au boulot, il y a des gens pour t'aider, il y a Catherine, enfin j'avais des gens autour de moi, tu te remets au boulot pour montrer que ce que fait le collège d'indemnisation, ça colle pas. Donc, comment faire? Heureusement, on avait un certain nombre de cardiologues, parce que là je viens de dire beaucoup de mal des cardiologues, il y a quand même mes petits cardiologues de Brest, plus tout un réseau de cardiologues en France, qui se sont fait, c'est quoi cette histoire? Il faudrait quand même qu'on regarde. Donc, il y a des cardiologues qui se sont mis à bosser, qui ont pris, parce qu'il y a eu beaucoup de dépistage échographique, ils ont analysé tout ça, ils ont comparé ceux qui avaient du Mediator, pas du Mediator. Le professeur Tribouillois à Amiens, le professeur Habib à Bordeaux, à Marseille, enfin tout un tas de cardiologues se sont mis quand même à bosser. Et puis ils ont publié des études qui disaient bah oui, effectivement, le risque de valvulopathie sous Mediator, il est multiplié par 3, par 4, ils ont commencé à décrire ces valvules. Voilà, ils ont fait le job. Donc j'avais d'une part des études publiées à grande échelle qui permettaient de savoir un peu à quoi il fallait s'attendre. De l'autre, j'avais toutes les expertises que me renvoyaient les associations de patients, les victimes elles-mêmes, etc., et qui montraient qu'aucune n'était reconnue. Ben, j'ai comparé, en fait, on a comparé ce qu'on devait trouver, compte tenu des études scientifiques publiées, et ce que, effectivement, le collège reconnaissait. Et on a publié en 2013 un article scientifique qui disait ben, ça ne va pas du tout, parce que par rapport à ce que devrait trouver le collège, en théorie, le taux d'imputabilité est absolument misérable. Donc ça a fait du bruit,
Et ça a quand même inquiété et préoccupé donc les responsables de l'ONIAM, du ministère, etc. On a eu des grandes réunions. Il y a heureusement des grands professeurs d'épidémiologie qui sont venus avec moi. Je me souviens d'une réunion où on a dit c'est Irène Frachon qui a raison. Et Philippe Nico et Catherine Hill de publier ça. Ça va pas, le travail du collège n'est pas bon. Et ça faisait 2 ans que les dossiers étaient rejetés quand même, hein, et massivement, parce qu'il y a eu presque 10 millions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, il faut réembaucher des experts compétents, c'est-à-dire en gros des gens qui ont travaillé et publié sur ces valvulopathies, des cardiologues qui ont accepté de faire cette démarche de compréhension de ces valvulopathies. Ça prend du temps, c'est très compliqué. Il fallait trouver également des magistrats qui soient capables de penser que le raisonnement indemnitaire doit aboutir à vraiment des indemnisations. C'est-à-dire que c'est très bizarre, mais en France, il y a un problème vis-à-vis du processus d'indemnisation. On pense que les gens exagèrent, qu'il y a des histoires, qu'en fait, il faut vraiment être sûr et certain, c'est très restrictif. Et donc, il fallait avoir une vision beaucoup plus ouverte et bien, pas bienveillante, mais plus ouverte à ce que représente ce besoin de réparation, et puis également ce que ça fait que d'avoir des valves qui fuient au niveau du cœur. On ne le voit pas, mais ça rend très malade, mais il faut essayer de comprendre tout ça. Plein de choses à comprendre. Donc ça a pris des années en fait. Alors à tel point que le ministère s'est dit, bah oui, mais qu'est-ce qu'on fait des dossiers qui ont été rejetés? Donc il a fallu, Marisol Touraine, qui s'est bien mise au boulot, a fait passer dans sa loi de santé publique début 2016, un amendement qui disait, au vu des connaissances actuelles, le collège peut tout à fait reprendre le boulot depuis le début et réouvrir des dossiers qui avaient été rejetés pour... Pendant ce temps-là, et jusqu'à aujourd'hui, Servier était à l'attaque sur tous les dossiers, ligne par ligne. Plusieurs, ils doivent être 10, 20, 30 avocats temps plein pour contester ligne à ligne, virgule à virgule, toutes les demandes indemnitaires, toutes les conclusions des experts, mettant en cause la probité des experts, mettant en cause la partialité des experts, mettant en cause, etc., etc., avec une violence procédurale qui, quelquefois, finit par intimider. Moi, j'ai vu des magistrats finir par être stressés, etc. C'est-à-dire que, voilà, il faut savoir que ça finit par être extrêmement pesant. Et puis, disant, puisque c'est comme ça, on ne paye pas, donc ça veut dire que c'est à l'État d'avancer les frais, puis de se retourner contre Servier. Tous les moyens ont été utilisés pour essayer à chaque fois de diminuer les indemnisations dues à ces victimes. La situation, je dirais, c'est à peu près redressé depuis 2016, vraiment. C'est-à-dire que ce travail de remettre à flot et que, enfin, on est un vrai, comme on dit, pas un collège de non-indemnisation, on l'appelait la machine à dire non, avait dit Xavier Bertrand, qui était choqué aussi par ça, devienne un collège d'indemnisation. Je dirais que ça marche vraiment depuis juin 2016. Donc c'est vous dire qu'il y a du boulot. Alors, on pourra discuter après, qu'est-ce qu'on fait des dossiers qui ont mal jugés avant, etc. C'est très complexe, mais là, on commence à avoir enfin, effectivement, plus de 3000 dossiers reconnus avec un droit à indemnisation, et notamment pour les dossiers les plus graves, les gens qui ont des opérations à cœur ouvert, des indemnisations qui ont un sens, c'est-à-dire de plusieurs, non pas au départ, c'était quelques milliers d'euros, au maximum quelques dizaines de milliers d'euros. Non, là on commence à avoir des indemnisations à 200, 300, 500, 700 000 euros pour des gens qui n'ont plus rien. Donc on commence à avoir pour ces malades-là. On est encore très frustré pour les petits patients. Donc ça, c'est l'état actuel des indemnisations, sachant qu'il y a des procédures au civil qui ont continué à se faire pendant ce temps-là, parce qu'on peut suivre 2 procédures, mais on peut être indemnisé qu'une fois. Donc après, il faut choisir. Et les procédures au civil, c'est très hétérogène. On pourra y revenir. Donc ça, c'est le côté indemnitaire. Maintenant, en ce qui concerne le côté donc, pénal, alors, il y a eu, après le rapport du LIGAS, des lois qui ont montré qu'il y avait des problèmes de conflit d'intérêts, que si l'agence avait tant failli, c'est qu'en réalité, il y avait des liens très étroits, et qu'en réalité, c'était Servier qui était le patron de l'AFSAS. Honnêtement, c'était Servier le patron. Voilà. Et avec de la corruption, de l'influence, de l'intimidation, tous les moyens. Et donc ça, il y a une première loi, Bertrand, de décembre 2011, qui a au moins imposé la transparence et une meilleure indépendance des experts qui sont dans ces agences.
c'est insuffisant, mais c'est quand même des pas très importants. Et troisièmement, au pénal, alors je suis contente d'être avec vous ce soir, parce que le pénal a enfin franchi un grand pas. Donc je vous ai dit les premières plaintes pénales. Alors, qu'est-ce que c'est le civil et le pénal? C'est quoi la différence de tout ça? En gros, c'est si vous avez un accident de voiture important, etc., votre voiture est détruite, il vous faut une nouvelle voiture, il faut donc que le responsable de la destruction de votre voiture le paye, c'est du civil. Par contre, vous avez été embouti parce que le gars n'avait plus de permis, il était bourré, et en plus vous avez... il était clairement en tort, et à ce moment-là, vous pouvez l'attaquer au pénal, c'est-à-dire qu'il doit être puni pour ce qu'il a fait. Et ça, c'est un peu au nom de la société, si vous voulez. Ça ne va pas vous réparer, vous. Hein, c'est pas la vengeance, c'est de dire ce qu'il a fait là. Non, la société n'admet pas. Et quand on fait ce genre de choses, on va en tôle, on a une amende, etc. C'est-à-dire qu'on a des comptes à rendre à la société. Bien évidemment, l'indemnisation dans l'affaire du Mediator, compte tenu de ce que je vous ai raconté, on ne peut pas s'en satisfaire. Il y a un crime, une organisation criminelle. Et derrière, les gens qui souffrent des conséquences du Mediator ont été empoisonnés délibérément. Ça n'est pas un effet secondaire, la faute à pas de chance d'un médicament par ailleurs utile. Donc ça appelle à une justice pénale. Donc ça, je vous ai dit, il y avait une instruction qui a commencé début 2011, qui s'est faite de manière remarquable, 3 juges d'instruction, je vous ai dit, un escadron de gendarmes, des auditions, des trucs. Alors là, on a bien travaillé avec eux. Une fois de plus, j'ai pu compter sur mes petits collègues, par exemple, Philippe Nico, on a fait un coup fumant en 2012, que n'avait pas vu le juge d'instruction et qui leur a mis encore un peu plus les dents, et qu'une enquête digne encore d'un petit roman policier. Bref. Et cette instruction a été déclarée close en 2014. Donc le procureur nous a dit c'est bon, procès en 2015. Sauf que vous savez qu'avant de mettre les gens en prison, pour pas mettre des innocents en prison, il y a ce qu'on appelle les droits de la défense. C'est-à-dire quelqu'un qui est accusé d'un crime ou d'un délit qui peut le conduire en prison, on estime que ce qui serait le plus grave, ce serait de mettre un innocent en prison. Il faut donc que celui qui est en accusation puisse vraiment faire des recours, contester, et s'il est innocent, rassembler tous les éléments possibles pour prouver son innocence. Donc, c'est ce qu'on appelle les droits de la défense, et c'est un des fondements de notre démocratie. Alors, c'est logique. En même temps, quand vous êtes un industriel surpuissant, avec une trésorerie de 2 milliards d'euros, vous pouvez payer des cabinets d'avocats pénalistes de très très haut niveau qui connaissent tous les moyens pour essayer de faire capoter la procédure. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prouver son innocence, parce que ça, Tintin, ils auront du mal, mais de tout contester, dire que les experts ont été partiaux, qu'il faut faire une contre-expertise, que ça n'a pas été fait dans les règles, qu'il y a des éléments qui n'ont pas été exploités. C'est-à-dire que vous pouvez contester le travail du juge d'instruction devant une chambre d'appel qui s'appelle la chambre de l'instruction. Et si la chambre de l'instruction, ça prend beaucoup de temps, parce que la justice a peu de moyens, elle essaie de bosser bien, mais elle a peu de moyens, donc ça prend beaucoup de temps. Tout ça, c'est des audiencements qui, à chaque fois, vous en avez pour 6 mois, 8 mois, 1 an, avant que déjà ce soit examiné. Puis quand la chambre de l'instruction vous dit non, on rejette vos contestations, vous pouvez encore contester, vous avez encore un droit de tirage devant la Cour de cassation. Et rebelote, c'est parti pour un tour. Et si la façon dont ça tourne, vous avez des petites réouvertures possibles de contestation, hop, vous reglissez ce qu'il faut. Et donc ce petit jeu-là, qui est la marque du grand banditisme d'un côté, mais également de ce qu'on appelle la criminalité à col blanc, c'est-à-dire ce sont des criminels, mais qui ont la rosette de la Légion de l'honneur, le costard cravate tous les matins, qui vont à la messe, etc. C'est-à-dire qu'ils sont des gens, a priori, respectables. C'est ça qui caractérise la criminalité à col blanc. C'est pas le gangster qui débarque avec ses 2 flingues et son bandeau sur le... C'est pas le hors-la-loi du western, hein. C'est celui qui, au contraire, se présente avec tous les apparences de la respectabilité et qui va infiltrer et effectivement
peut aller infiltrer très puissamment nos institutions, puisque personne ne va se méfier d'eux, bien au contraire. C'est ça qu'on appelle la criminalité à col blanc, et elle va utiliser ce dévoiement des moyens de la défense. C'est ce qu'a fait Servier depuis 2014, sauf que ça finit par avoir une fin, et donc le 24 mai dernier, c'était les derniers recours possibles de Servier, avec la Chambre de l'instruction qui a fini par repousser les derniers recours. Ils ont d'ailleurs encore fait des recours, mais qui ne sont plus suspensifs, et c'est ce qui a permis au parquet de Paris et au procureur de Paris de rendre son acte d'accusation qu'on appelle un réquisitoire. Voilà. Donc tout était prêt, mais encore fallait-il pouvoir le faire en demandant le renvoi d'un certain nombre de ces personnes devant un tribunal correctionnel. Donc on attend maintenant que les juges d'instruction également signent leur ordonnance de renvoi, vraisemblablement, là encore, si vous voulez, le parquet c'est la société. Le juge d'instruction, c'est ceux qui ont fait le job à charge et à décharge pour, en toute impartialité, dire ça nous paraît relever de tel délit, qui ont fait l'enquête. Et ces deux instances peuvent d'ailleurs ne pas être d'accord, mais elles seront probablement d'accord pour dire qu'il faut renvoyer ces gens-là devant un tribunal correctionnel. Alors, le réquisitoire, il fait 600 pages. Comme il a été rendu au parti civil, j'en ai pris connaissance, je l'ai lu, et je peux vous dire que je me suis délectée à chaque virgule. Il raconte l'histoire incroyable d'un crime organisé qui commence dans les années 70. Et d'une part, il raconte d'autre part la défaillance et l'incompétence totale des experts de l'Agence du médicament, et bien pire encore, 100 pages sont consacrées, documents à l'appui, parce que ça rigole pas chez les juges, à la corruption médicale et politique à tous les niveaux, l'emprise de lobbying qu'a exercé Servier, telle une pieuvre, et qu'on peut tout à fait apparenter à une pieuvre mafieuse. Donc, c'est très long, c'est 600 pages, ça se lit comme un roman policier, mais c'est pas public, hein, ça fait. Par contre, ça a été remarqué. Alors, le Marianne de cette semaine, qui est donc encore en kiosque la semaine qui vient, je vous incite fortement ceux que cette histoire intéressée à le lire, parce qu'il y a une double page consacrée, et il y a eu un gros boulot de fait par le journaliste qui s'est enfilé les 600 pages et qui en sort des éléments majeurs, et vous en retrouverez également sur... voilà. Donc, on va aller, là je parle plus de l'indemnisation, on va aller vers un procès pénal, j'espère exemplaire, probablement seulement début 2019, parce qu'il faut en plus que le palais de justice de Paris soit construit. Donc, je m'arrête là, j'étais un peu longue, mais je pense qu'il faut maintenant répondre aux questions. Merci beaucoup Irène. Tu sais qu'on doit déclarer nos liens d'intérêt, alors je pense qu'avec le médiateur il n'y a pas forcément beaucoup de problèmes, mais peut-être avec d'autres, c'est important de les dire. Et moi je le dis d'une certaine façon pour enseigner justement l'importance de comprendre ce que veut dire de déclarer un lien d'intérêt devant les étudiants en médecine. Je ne dis pas, avec les entreprises du médicament, avec les labos, alors j'en ai beaucoup moins qu'avant, ça n'a rien à voir, mais je présente toujours en disant voici les liens avec l'industrie pharmaceutique qui influencent ma pensée médicale. Je ne dis pas j'ai tel lien sans commentaire. Ce sont des liens dont j'admets qu'ils influencent ma pensée médicale. C'est un état de fait. Et donc moi je suis investigateur dans les essais cliniques, c'est-à-dire de tests de nouvelles molécules dans le domaine de l'HTAP, avec notamment le laboratoire Bayer. Alors, je ne suis pas payée personnellement, hein, on pourra discuter de ce que c'est que ces essais cliniques au sein de l'hôpital. Et je crois qu'il n'y a plus que Bayer, parce que c'est devenu quand même très, très modeste. J'ai travaillé aussi avec un laboratoire qui s'appelait Acte. Il a racheté Monsanto. Bayer a racheté Monsanto, tout juste. C'est pas terrible. Pas terrible, non. Merci beaucoup Irène. Je ne sais pas si tu as vu le dessin, donc au moment où tu parlais de Servier qui contrôlait en gros ceux qui décidaient si c'était bien ou si c'était pas bien. Voilà, qui est réalisé par M. Poustige qui est dans la salle. Avant d'avoir des questions qui vont
très nombreuses. Juste pour resituer où est-ce qu'on est aujourd'hui, on est dans les Médocéanes, avec une association Médocéan qui avait organisé au 1er décembre 2012 la première journée médicale internationale de l'indépendance médicale avec des gens très très connus, notamment le patron de la Haute Autorité de Santé. Et je voudrais profiter de quelques minutes pour rendre hommage à quelques personnes qui sont disparues depuis 2012. Je ne sais pas si c'est le fait d'être avec Médocéan, mais le taux de mortalité à Médocéan est assez important. Je voudrais leur rendre hommage parce que sans Sudel Fuma, on ne serait pas là ce soir. Sudel Fuma, vous connaissez tous. Hein. Donc, il nous a mis à disposition de façon gratuite. On n'a pas de budget, on n'a aucune subvention. Sudel Fuma, c'était notre ami, mon ami, qui a disparu accidentellement et qui a fait l'objet de graphes dans la rue que vous avez peut-être pu voir à côté de la cathédrale, avec un texte extraordinaire sur la liberté. Et finalement, je me disais, Irène, que finalement, entre le combat de Sudel Fuma et ton combat à toi, c'est pas forcément très très différent sur le fond. Et puis une de nos médocéanes suivantes était le docteur Pierre Cateau, un peu le papa de la gérontologie ici, qui replaçait toujours l'humain au centre de la prise en charge des patients, et qui était ici, présent, et qui a disparu aussi il y a quelques années. Comment vieillir? Vieillir, ça intéresse beaucoup de lobbyistes aussi, le vieillissement chez la personne âgée. Voilà. Est-ce qu'on est toujours malade quand on est vieux? Et puis notre ami fidèle, Dominique Rabouille, que certains ont côtoyé, responsable de l'hôpital d'enfants pendant 30 ans, qui plaçait toujours aussi l'humain au niveau de la prise en charge des enfants, qui était un auditeur fidèle de nos Médocéanes. Et puis Ben, et je remercie Nadège d'être là, Benjamin, Paloumé aussi, qui était à votre place, et puis qui un jour s'est dit on va essayer de vous aider, de nous aider à Médocéan, et qu'on a découvert malheureusement bien après sa mort, par toutes les qualités, les travaux qu'il avait fait au niveau notamment du théâtre, et puis lors de notre pique-nique médico-citoyen de Saint-Leu l'année dernière, vous le voyez, il animait bien les débats. Je remercie encore Benjamin et Nadège d'avoir organisé ce pique-nique médico-citoyen, et j'espère qu'on en fera d'autres. Comment oublier Bertrand Le Riche, président du conseil départemental de l'ordre des médecins pendant des années, très, très remarqué aussi au niveau du conseil national de l'ordre des médecins, qui nous a fait confiance au niveau de Médocéan, neurochirurgien pendant des années avec un curriculum vitae extraordinaire, mais avec un humanisme et comment on peut dire ça, une simplicité absolument exemplaire. Je remercie Madame Rita Le Riche d'être présente ce soir et qui nous avait parlé d'éthique au niveau de l'ordre. Et toutes ces vidéos, puisque c'est des captures d'écran, vous pourrez les retrouver sur le site de Médocéan. Voilà, l'important c'est, je crois, de ne jamais nuire, et puis je vous propose donc de parler du Mediator, mais peut-être aussi d'autres questions qui ont lié au conflit d'intérêts, médicamenteux ou autres. Et je vais vous donner le micro.